Salut, bienvenue dans ce cours sur les mélanges. Donc c'est un cours de cinquième, mais une petite révision en quatrième ne fait pas de mal. C'est parti. Commençons par quelques rappels sur les définitions. La première définition, le corps pur, c'est une substance qui est constituée d'une seule espèce chimique. Alors une espèce chimique, c'est quand toutes les particules qui constituent la matière sont identiques les unes aux autres. Ces particules, ça peut être, nous le verrons en quatrième, des atomes ou bien des molécules, et puis en troisième, nous verrons que ça peut aussi être des ions. Prenons des exemples concrets. Si tu prends un morceau de fer solide, eh bien il est constitué de milliards de particules, en l'occurrence ce sont des atomes de fer. Si tu prends de l'eau, tu as des milliards de particules d'eau qui sont des molécules d'eau, et si tu prends le dioxygène, c'est un gaz qui est constitué de molécules de dioxygène. Tu vois que l'état solide, liquide ou gaz existe, c'est indépendant du fait de savoir si nous avons un corps pur ou pas. Passons maintenant au mélange. Donc, qu'est-ce qui va changer? Bien évidemment, dans un mélange, il y a plusieurs espèces chimiques au lieu d'une seule, et ce n'est donc plus un corps pur. Voici quelques exemples. Eh bien, l'acier. L'acier est essentiellement constitué d'atomes de fer, mais il y a aussi ce qu'on appelle des impuretés, en l'occurrence des atomes de carbone. Et parfois, on peut même avoir quelques autres atomes supplémentaires, comme des atomes de certains métaux, comme le chrome ou bien le nickel, qui rendent le fer, l'acier inoxydable. Le vin, qui est un mélange, de liquide, c'est-à-dire de l'eau sous forme liquide, l'alcool sous forme liquide et puis toutes les autres substances qui vont apporter, le goût, la couleur, les arômes. Eh bien, l'air est aussi un mélange de gaz, essentiellement 2, le diazote et le dioxygène, et puis plein d'autres en très faible quantité. Intéressons-nous maintenant aux mélanges contenant de l'eau. Alors il y en a plusieurs, qui sont possibles. Le premier, c'est le mélange qui contient liquide et solide. Nous allons rappeler, le vocabulaire, mais d'abord, la première possibilité, c'est ce qu'on appelle un mélange homogène. Donc le mot homogène, je rappelle son étymologie. Homo, ça veut dire identique, et gène, ça veut dire qui donne naissance à. Donc un mélange qui est homogène, ça veut dire un mélange qui est identique en tout point, il est pareil partout. Eh bien, si je prends de l'eau liquide dans un Erlenmeyer et que je place d'abord un grain de fluorescéine solide, c'est le tout petit, stoups qui est là, eh bien, quand je rajoute de l'eau, la fluorescéine va se dissoudre dans l'eau et on va obtenir une solution à cause de fluorescéine qui a une très belle couleur. Malheureusement, je ne peux pas te faire l'expérience de cours. Et là, on obtient un mélange homogène. Pourquoi? Parce que si je prends une petite portion de ce mélange et que je l'observe de près au microscope, je vais observer la même chose à tous les endroits, donc le mélange est homogène. Résumons. Au départ, nous avons un liquide et un solide, on mélange les deux, et à l'arrivée, nous n'avons plus qu'un liquide, mais la couleur a changé, et ça nous montre deux choses. La première chose, c'est que le grain de fluorescéine, il a été dissous, c'est-à-dire que les particules de solide ont été dispersées dans le liquide, mais ces particules de solide sont toujours présentes, et c'est elles qui donnent la couleur à la solution. Voyons voir le vocabulaire. Ce vocabulaire est extrêmement important, il va falloir l'apprendre par cœur. Donc pour l'apprendre, tu as des solutions traditionnelles qui consistent à l'écrire, à le lire, à l'écrire un grand nombre de fois. Et puis tu as éventuellement d'autres possibilités. Je te proposerai bientôt une solution sur l'ordinateur ou le smartphone avec une application qui s'appelle Anki. Il y a beaucoup de mots de vocabulaire dans cette partie, donc il est indispensable de bien faire la différence, sinon tu seras perdu. Alors, une solution, eh bien, c'est un mélange qui est constitué d'un liquide majoritaire, le solvant, et de substances qui sont dissoutes, généralement c'est un solide, et qu'on appelle le soluté. Donc le solvant, c'est le liquide qui va dissoudre le soluté. Il est majoritaire, c'est-à-dire que si on regarde le nombre de particules d'ensemble, pratiquement toutes c'est du solvant. Et puis il y a quelques particules ultra minoritaires qui constituent le soluté, qui est un corps qui est donc dissous par le solvant. Dissoudre, c'est une action qui consiste à disperser les particules du soluté à l'intérieur du solvant. Si ces particules sont dispersées de manière équitable à peu près partout et qu'elles sont en très faible quantité, on obtient un mélange qui est homogène. Il est partout pareil. Et enfin, une phase, c'est la partie homogène d'un mélange. Donc ici, si je prends le mélange qui est dans cette Erlenmeyer, il y a une seule phase.
Au niveau du vocabulaire, nous allons donc dire que nous avons une solution d'eau et de fluorescéine, dans laquelle l'eau est le solvant et la fluorescéine est le soluté. Quand le solvant est l'eau, ce qui est très 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 souvent le cas, on parle de solution aqueuse. En effet, le mot aqua vient du latin qui veut dire eau. Et c'est un mot qu'on retrouve par exemple en espagnol, agua, ou bien aqua, toujours en italien à l'heure actuelle. Dans cette solution aqueuse ici, il n'y a qu'une seule phase, donc c'est partout pareil, le mélange est homogène. Mais les mélanges ne sont pas toujours homogènes. Prenons un mélange tout simple où je prends de la terre et je la mets dans de l'eau. Alors j'agite, et puis je vais me retrouver avec de l'eau trouble. Pourquoi? Parce que j'ai des petites particules de terre qui sont en suspension. Eh bien, si je prends une partie de ce mélange et que je regarde de près, eh bien, je vais voir qu'il y a des différences suivant les endroits. Il y a donc plusieurs phases et le mélange est hétérogène. Hétéro veut dire différent. Donc ce mot s'oppose au mot homogène. Alors après les mélanges liquide-solide, passons maintenant au mélange liquide-liquide. Premier exemple, mélange homogène. Si je prends de l'alcool et que je la colore en jaune, par exemple en ajoutant un peu de fluorescéine dedans, et que je prends de l'eau que je colore en bleu, alors deux possibilités. Une première possibilité, je mets un colorant bleu. Une deuxième possibilité, je mets un peu de sulfate de cuivre dedans, qui va donner une couleur bleue à l'eau, puisque nous avons vu en cinquième qu'en présence d'eau, le sulfate de cuivre était bleu. Et bien quand je mélange les deux, j'obtiens une seule phase, et le mélange est vert. Donc on voit bien que c'est l'ensemble des deux qui s'est mélangé. Résumons, quand nous mélangeons l'eau et l'alcool, il n'y a plus qu'une seule phase, le mélange est donc homogène, et quand les deux liquides sont capables de bien se mélanger l'un à l'autre, on dit qu'ils sont miscibles. Donc quand nous avons des liquides miscibles, on obtient un mélange homogène avec une seule phase. Il est très fréquent d'obtenir un mélange hétérogène avec un liquide et un solide, mais ça peut arriver aussi avec deux liquides. C'est ce qui se passe ici dans cet exemple très courant en utilisant de l'huile et de l'eau. Alors tu as peut-être déjà observé à la maison, à la cuisine, quand tu fais une vinaigrette, tu utilises de l'huile et du vinaigre, eh bien il se passe exactement la même chose. Quand tu vas mélanger les deux, eh bien tu vas obtenir deux phases différentes. Et à la limite entre les deux phases ici, là, tu vas obtenir ce qu'on appelle un ménisque, c'est-à-dire que tu as une courbure. Hein, les deux liquides ne sont pas séparés par quelque chose de plat, mais par quelque chose de légèrement courbe. C'est la courbure. Donc ici, deux phases. Finalement, que tu commences par verser l'huile en premier ou l'eau en premier, ça change rien. Dans les deux cas, l'huile va remonter parce qu'elle est moins dense que l'eau, et donc elle va flotter, entre guillemets, au-dessus. Alors attention, c'est pas parce qu'elle est moins dense que c'est hétérogène. Parce que si tu prends de l'alcool, l'alcool est moins dense que l'eau, et pourtant le mélange eau-alcool est homogène. Donc c'est deux choses indépendantes. Tu peux avoir des liquides qui ont des densités différentes, et leur mélange peut être homogène ou hétérogène. Ici, avec l'huile et l'eau, le mélange est hétérogène. Que se passe-t-il si on agite ce mélange? Eh bien, au début, on va obtenir une sorte de chose comme ça, qui ressemble un peu à une mousse, mais ça s'appelle pas une mousse, ça s'appelle une émulsion. Une émulsion, c'est quand tu as un mélange de gouttelettes de liquide, d'un des deux liquides dans l'autre. Alors si tu mets beaucoup d'huile et un peu d'eau, tu as des gouttelettes d'eau dans l'huile, et puis si tu mets beaucoup d'eau et un peu d'huile, tu as des gouttelettes d'huile dans l'eau. Et si tu attends, eh bien ces gouttelettes vont se séparer, et l'huile va remonter parce qu'elle est moins dense. C'est ce qu'on appelle le crémage, c'est la séparation des phases liquides. Le fait d'attendre longtemps, ce procédé qui permet de séparer grâce à une attente suffisamment longue, c'est ce qu'on appelle la décantation. Et donc la décantation conduit au crémage quand on a deux liquides qui sont non miscibles, et on obtient deux phases, le mélange est hétérogène. Alors je pense que tu réalises qu'il y a beaucoup de vocabulaire à apprendre. Si tu l'apprends, bah, c'est facile de comprendre, mais si tu ne le connais pas bien, tout devient compliqué. Alors maintenant que nous avons vu les deux grandes familles de mélanges, homogènes et hétérogènes, et que nous savons qu'on peut avoir des mélanges liquide-liquide et puis liquide-solide, eh bien nous allons voir les techniques de séparation.
Alors au passage, on pourrait tout à fait faire un mélange solide-solide. Alors c'est un mélange qui est toujours hétérogène. Revenons, aux mélanges hétérogènes. Pourquoi? Parce que c'est les plus faciles, et c'est là où il est le plus facile de séparer les phases. Prenons, de l'eau et de l'huile, comme dans ce verre. Eh bien pour les séparer, on va, attendre, donc on va décanter et une fois qu'il y a le crémage qui est fait, on va devoir séparer les 2 phases. Pour ça, on va utiliser cet objet qui a une forme un peu étrange et on appelle ça une ampoule à décanter. Donc on verse le mélange dans l'ensemble, comme ceci. Alors ici, on a l'étape 1, on avait, une première solution aqueuse, on verse de l'huile dedans. On obtient, une solution de ce type-là, donc ça s'est fait un peu artificiellement pour montrer comment on va arriver à de nouveau les séparer, hein. Mais il peut arriver que dans la nature, ce mélange hétérogène existe et qu'on cherche à séparer les phases. Ici, cette partie-là, avec, le petit bitonio rouge, c'est un robinet, donc il est dessiné un peu plus grand ici. Donc voici le robinet lorsqu'il est fermé. Et puis, en tournant cette partie-là, on va ouvrir le robinet. À ce moment-là, le liquide va couler par ici, voilà, ça va couler vers le bas ici, et puis ça va arriver dans le récipient qu'on a mis en dessous, ici un bécher. Quand toute cette partie-là est descendue jusqu'à ce niveau-ci, eh bien on arrête le robinet, comme ceci, ici. C'est l'étape 4. À ce moment-là, la phase bleue est entièrement descendue dans le bécher, et la phase jaune est restée dans l'ampoule à décanter. Donc il suffit de changer de bécher pour récupérer la deuxième phase. Alors il faut faire attention parce qu'à la limite ici, il risque d'y avoir un peu, du liquide de la phase bleue et du liquide de la phase jaune. Donc éventuellement on va utiliser un bécher supplémentaire, on va faire couler cette petite zone intermédiaire ici, pour être sûr de ne pas polluer ni la solution bleue ici, ni la solution jaune qu'on aura après. On se débarrasse de cette petite partie qui est perdue, et ensuite on récupère la bonne partie qui est ici. En résumé, cette technique avec une ampoule à décanter va nous permettre de séparer les 2 phases. On laisse décanter, quand les 2 phases sont bien distinctes, on récupère la phase du bas dans un premier bécher, on arrête, on change de bécher, on récupère la deuxième phase dans un deuxième bécher. Comment faire maintenant pour séparer un liquide d'un solide? Alors ça, c'est quelque chose, qui a un intérêt pratique, qui est très important pour nous. C'est ce qui se passe dans une station d'épuration d'eau. En effet, quand on veut, récupérer l'eau, des différentes origines, pour la remettre en état pour pouvoir l'utiliser à nouveau, eh bien, on va l'épurer et il y a plusieurs étapes qui doivent être faites. La première étape, c'est de séparer les morceaux solides des morceaux liquides, enfin de la partie liquide. Donc c'est ce qui se passe ici dans ce bassin de décantation. Donc on va faire rentrer le mélange comme ceci et puis on va attendre tout simplement et la décantation va faire que les particules solides vont finir par tomber dans le fond. Alors cette technique fonctionne très bien, mais elle a un inconvénient, c'est qu'elle peut être très longue, parce que les petites particules, solides, vont mettre très longtemps à finir par se décanter et donc bien, on peut essayer d'accélérer le procédé. Alors, quand on a le temps, par exemple pour une station d'épuration, ben, on laisse, faire et puis ça prend le nombre de jours qu'il faut jusqu'à ce que ce soit propre. Mais prenons un autre exemple, au laboratoire d'analyse, parfois, on te fait une prise de sang et puis on a besoin de séparer les différents constituants du sang. Donc dans le sang, il y a en gros 2 parties importantes. Il y a le sérum qui est ici, là, c'est cette partie-là qui est jaunâtre et puis il y a les globules rouges qui est cette partie-là. Alors dans le sang, évidemment, les 2 sont mélangés. Donc comment est-ce qu'on va faire pour les séparer? Eh bien, on va utiliser un appareil qui s'appelle une centrifugeuse. Donc une centrifugeuse à main, en voici une. Tu as des tubes à essai dans lesquels tu vas verser, le liquide, ici, le sang et puis ensuite, en tournant la manivelle, eh bien, ça va faire exactement comme sur un manège. Ça va tourner, eh bien, c'est comme sur, les chaises, à Europa Park. Eh bien, elles vont se mettre à l'horizontale ici, ça va se mettre à l'horizontale comme ceci. Tu vas avoir, le récipient qui va venir comme ça. Le liquide, exceptionnellement, va aller là à cause de la force centrifuge.
même si c'est pas horizontal, et les particules de solide qui sont à l'intérieur ici vont être poussées dans le fond, et donc elles vont aller très vite vers le fond, comme ceci. Et donc tu vas finalement récupérer le récipient avec les particules de solide qui se seront accumulées au fond, et puis le liquide qui sera ici, et qui sera limpide. Là, je rappelle que c'est à cause de la force centrifuge que le niveau du liquide n'est pas horizontal, hein. Parce que si tu arrêtes de tourner, alors à ce moment-là, il va se passer ceci. La partie solide ici, et puis la surface libre du liquide va être plane et horizontale. Donc cette technique de centrifugation est souvent utilisée dans les laboratoires de chimie ou les laboratoires d'analyse médicale par exemple. Alors évidemment, il existe d'autres procédés dont certains sont très courants. Par exemple, la filtration. Donc ça, tu l'as déjà rencontré probablement, ben, tout simplement avec un filtre à café. Donc ici, tu as un exemple avec 4 filtres différents qui ont des tailles différentes, hein. Donc on parle aussi de tamis, par exemple quand on veut trier des pierres, des cailloux, des graviers, ou bien quand on cherche des paillettes d'or au fond d'une rivière, c'est le même principe. Donc le principe est simple, on va tout simplement verser le mélange liquide-solide dans un filtre qui est placé sur un entonnoir. Ici, on l'a posé sur un Erlenmeyer, et puis on va attendre. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien le résultat est ici. Dans un premier temps, le solide va s'accumuler ici, au fond du filtre, tandis que le liquide va passer au travers et va couler ici. On va le récupérer en bas. Donc la partie filtrée liquide qui reste, on appelle ça le filtrat, et la partie solide qui ne nous intéresse généralement pas quand on veut le liquide, c'est le résidu, mais ça peut être la partie très intéressante. Par exemple, pour les chercheurs d'or, évidemment, on s'intéresse pas à l'eau qui passe au travers, mais aux paillettes d'or qui restent. Donc ça dépend un peu de ce qu'on cherche. Voici le montage complet. Donc ici, il y a du vocabulaire, du matériel, que tu as appris en classe de 5e, je te le rappelle. Une potence pour fixer l'ensemble. Sur la potence, une pince, mais comme cette pince ne tient pas tout seul, on utilise une noix pour la fixer. Sur cette pince, on va déposer l'entonnoir, le filtre à l'intérieur, un Erlenmeyer, et pour ajuster la hauteur, on utilise un élévateur. Le liquide qui reste en bas, le filtrat, la partie solide qui reste en haut, le résidu. Nous sommes toujours dans les mélanges liquides-solides, mais cette fois les mélanges homogènes, c'est-à-dire ceux où le solide s'est dissous, donc le soluté s'est dissous dans le solvant. Alors là, c'est plus compliqué, parce que si tu utilises le filtre de tout à l'heure, eh bien tout va passer au travers des trous, et tu vas rien filtrer du tout, tu ne récupéreras rien dans le filtre. Il n'y aura pas de résidus. C'est pareil, la technique de décantation ou de centrifugation ne donnera aucun résultat. Donc, cette fois, il va falloir faire appel à une propriété de changement d'état. Eh bien, on va chauffer l'ensemble de manière à ce que le liquide se vaporise, c'est-à-dire qu'il passe de la phase liquide à la phase gaz ou phase vapeur. Alors si ça se fait, cette vaporisation, si elle se fait à température ambiante, on parle d'évaporation, qui est un phénomène qui est lent. Par exemple, si tu laisses, un récipient qui contient de l'eau, sur une table, au soleil et que tu attends quelques heures, parfois quelques jours, eh bien, il finit par ne plus y avoir d'eau dedans, parce que toute l'eau est passée de la phase liquide à la phase vapeur, mais à température ambiante, c'est l'évaporation. Ça peut durer longtemps. Alors si tu veux accélérer le processus, eh bien, tu vas chauffer très fort jusqu'à ce qu'il y ait des bulles de gaz qui se forment à l'intérieur du liquide, et ça, c'est ce qu'on appelle l'ébullition. C'est un phénomène qui évidemment est beaucoup plus brutal. La température d'ébullition, c'est la température à partir de laquelle la substance qui t'intéresse ne peut exister que sous forme de vapeur entièrement. Voici un premier cas que tu connais peut-être, qui est celui des marais salants. Donc là, nous avons un mélange d'eau et de sel, donc de l'eau salée, et ce qui nous intéresse, c'est le sel. Donc là, pas de souci, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le phénomène d'évaporation. Donc on va faire, ce qu'on appelle les marais salants, donc des grandes étendues d'eau salée, et puis on va attendre tout simplement, on va les fermer et on va attendre que l'eau soit entièrement évaporée. Puis là, on va pouvoir récupérer le sel. Ici, le sel, c'est le soluté et c'est lui qui nous intéresse.
Parfois, c'est le contraire, ce n'est pas, le soluté qui nous intéresse, les parties solides, mais au contraire, c'est le liquide. Par exemple, quand, on veut avoir de l'eau pure, eh bien, c'est on prend de l'eau du robinet, il y a dedans, ce qu'on appelle des sels minéraux. Hein. Le sel de cuisine fait partie de la famille des sels minéraux. En classe de troisième, tu verras, c'est ce qu'on appelle des ions ou bien des solides ioniques, des sels ioniques. Alors si on s'intéresse à la partie liquide, eh bien, on va utiliser un procédé qui est un peu plus complexe et qu'on appelle la distillation. Voici le montage à distillation. Donc, le liquide qui nous intéresse est placé dans un ballon, ici. On va chauffer l'ensemble. La partie liquide va se vaporiser généralement par ébullition. Elle va monter ici dans les colonnes, qu'on appelle colonne à distiller ou colonne de Vigreux. On met un thermomètre ici pour vérifier la température. Et puis la vapeur, donc le gaz, va passer dans ce tube. Elle va être refroidie brutalement ici dans la partie numéro 4 qui s'appelle le condenseur. Et puis elle va se liquéfier. Le liquide va couler, puisque ici on voit qu'il y a une légère pente. Ça va couler, couler, couler. Et on va récupérer ça dans l'Erlenmeyer qui est ici. Les particules de solide, les impuretés, le sel par exemple, ou les sels minéraux, vont rester dans le ballon ici, et toute la partie liquide va venir ici. Donc ça, c'est par exemple quand on veut séparer le liquide des parties solides qui sont solubilisées, donc qui se sont dissoutes à l'intérieur du mélange. Ce qu'on obtient ici, c'est de l'eau pure. Cette eau pure, on l'a obtenue par le procédé de distillation, et donc on appelle ça de l'eau distillée. Ce qui reste dans le ballon ici, on appelle ça le résidu, et puis ce qu'on obtient ici, c'est ce qu'on appelle le distillat. L'eau distillée est très utilisée dans les laboratoires de chimie. Pourquoi? Parce qu'on a souvent besoin d'eau, mais on ne veut pas introduire d'autres substances chimiques qui pourraient avoir des actions importantes dans les transformations chimiques qu'on étudie. Ici sur la gauche, on voit ce qui s'est passé dans un bécher une fois que l'eau s'est évaporée entièrement, et les taches blanchâtres qu'on voit ici, ce sont les sels minéraux restants. Donc dans le montage, nous avons ici le chauffe-ballon, ici le ballon, avec à l'intérieur le résidu, la colonne à distiller ou colonne de Vigreux, le thermomètre, le condenseur et l'Erlenmeyer dans lequel nous allons récupérer le filtrat. Voici à droite un montage qui correspond à la même chose, mais pas dans un laboratoire de chimie. C'est ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle un alambic, et c'est ce qu'on utilise quand on veut fabriquer une eau de vie, donc du schnapps chez nous. En l'occurrence, dans ces derniers cas, ce n'est pas une séparation d'eau liquide-solide qui nous intéresse, mais c'est une séparation d'eau liquide-liquide. C'est-à-dire qu'on a de l'alcool qui est mélangé avec de l'eau, et donc pour diminuer la proportion d'eau, on va chauffer l'ensemble, l'alcool se vaporise plus facilement que l'eau, sa température d'ébullition est plus basse. En effet, la température d'ébullition de l'éthanol, de l'alcool, donc, c'est 78°C, alors que pour l'eau, c'est 100°C. Donc l'idée, cette fois, ça va être de chauffer jusqu'à atteindre 78°C. Tout l'alcool va se vaporiser par ébullition, et l'essentiel de l'eau va rester dans le ballon de départ, et donc l'alcool va être récupéré de l'autre côté. Alors malgré tout, il y a une partie d'eau qui s'en va quand même, hein, qui va être entraînée, et donc on n'obtient pas de l'alcool pur. Hein. C'est pour ça que quand on fait une distillation et qu'on fait un schnapps, un cognac, ou un armagnac, ou un whisky, ou je ne sais quelle boisson alcoolisée, eh bien on obtient par exemple des degrés d'alcool autour de 45°. Donc en gros, 50°, ça veut dire qu'on a moitié alcool, moitié eau. Pour obtenir de l'alcool pur, cette technique ne suffit pas, et il faut des techniques plus sophistiquées. Voilà, je crois que nous avons fait le tour de la question. Tu vois qu'il y a beaucoup de choses à voir ou à revoir. Alors bon travail et bon courage.